Et bonjour à tous chers amis, bienvenue dans Puissance Park, ici Johan au micro. Et comme vous le saviez, nous avions une magnifique série d'épisodes avec Team Delaney qui avait malheureusement disparu. Et à l'occasion des 30 ans de Space Mountain cette année, nous avons décidé de vous faire ce beau cadeau et de le remettre en ligne spécialement pour vous. Alors Team Delaney, c'est un grand designer qui a contribué à imaginer ce que serait Epcot, ce que serait Discoveryland à Disneyland Paris. C'est un monsieur qui a plus de 70 ans aujourd'hui et près de 30 ans de carrière chez Disney. Et il va nous parler de tout ça dans cette longue interview qui va s'étendre sur 5 épisodes et qui sera traduite en français par moi-même, par votre hôte, donc j'espère que vous apprécierez. Alors l'interview date de 2020, donc on va tous faire un grand voyage dans le temps et revenir en arrière, mais sans DeLorean du coup, pour écouter ce grand créatif de chez Disney. Alors pour commencer, bonjour Tim et merci 1000 fois au nom de toute l'équipe de nous rejoindre pour cette interview exclusive. C'est un véritable honneur de vous avoir ici parmi nous pour répondre à ces questions. On est honoré que tu sois là, Tim. C'est toujours un plaisir de discuter avec les fans de Disneyland Paris. En fait, de discuter avec tous les fans de Disney, c'est toujours super. Alors avant de commencer, on a une tradition ici sur Puissance Park. On pose toujours à nos invités quelques questions pour les connaître un peu mieux concernant leurs habitudes et leurs appréciations concernant certaines attractions et certains parcs en question. Alors Tim, première question, est-ce que vous avez un ride préféré, enfin un ride favori dans n'importe quel parc, y compris ceux non Disney pour le coup? Alors mon attraction préférée, alors je dois dire que je suis un peu partagé, mais clairement mon attraction préférée est le Space Mountain de Disneyland Paris. Et pas uniquement parce que j'ai été chef de projet sur cette attraction, mais parce que pour moi, elle est vraiment arrivée au bon moment où Disneyland Paris en avait besoin. Il y avait des challenges avec ce parc, donc notamment avec Space Mountain, et pour moi ça faisait vraiment la différence. Ça a eu un impact très positif sur le projet Disneyland Paris. Et la raison derrière tout ça, c'est que on avait une bonne attraction, avec des nouvelles technologies, avec une storyline parfaite, et avec la bonne équipe. Et c'était une attraction qui avait énormément d'avant-premières dessus. Il y avait le premier audio embarqué, le premier lancement à catapulte, elle avait également tout un thème autour de Jules Verne, et c'était absolument parfait pour la localisation de notre attraction. Effectivement, Discoveryland, c'est vraiment adapté pour rendre hommage à un des plus grands écrivains français de la science-fiction. Un des visionnaires les plus appréciés, oui. Ouais, c'était vraiment un thème qui était vraiment chéri par tous les Imagineers. Le thème de Discoveryland était de se focaliser sur les visionnaires. Et cette attraction a vraiment capturé ça. Donc c'est vrai que sur le point de vue de l'histoire, c'était super. Maintenant, du côté des coulisses, il y a beaucoup de choses à raconter sur cette attraction. Il y a beaucoup d'histoires, mais pour vous faire la version courte, on était vraiment sur une demande de capacité de 2200 visiteurs par heure. Et la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est qu'on était en dessous du budget. Et en plus de tout ça, donc la cerise sur le gâteau, c'est que nous avons gagné le prix de la meilleure attraction de 1995. Donc avec une attraction comme ça, avec une équipe si extraordinaire, avec la bonne histoire, une bonne attraction tout simplement, et même lorsque je raconte aux gens que l'attraction va 2 fois plus vite que le Space Mountain de Floride, eh bien en fait on a eu une attraction qui est devenue le symbole du parc. Ça a donné un renouveau au parc, et avec toute la publicité et la communication, l'attraction a vraiment pris de l'ampleur. C'était vraiment super. Et je vais même vous dire quelque chose qui me touche beaucoup, c'est que c'était la dernière attraction majeure du projet de création de Disneyland Paris. Oui, la dernière majeure, oui, effectivement. Oui, définitivement, oui. Le reste, c'était uniquement des mises à jour et des choses comme ça. Alors, votre ride préféré, c'est donc Space Mountain. On a compris. Très bien. Donc maintenant, la prochaine question avec Benjamin, un autre membre de notre équipe. Bonjour Tim. Ma question que je voulais vous poser était dans la même veine que celle de votre attraction préférée. Quel est votre parc préféré? Que ce soit Disney ou non d'ailleurs. Eh bien, je dois dire que pour les personnes qui travaillent à Imagineering,
Notre parc préféré à tous, c'est toujours le Disneyland de Californie. Parce que c'est celui avec lequel on a grandi et on a tous beaucoup de souvenirs associés avec ce parc. Il faut croire que tous les Imagineers de ma génération ont cette connexion émotionnelle avec Disneyland. Et par conséquent, le sentiment général de tous les parcs Disney, c'est que non seulement on crée des attractions, mais surtout on crée les souvenirs qui y sont associés. Alors, pour cette raison, je dois choisir le Disneyland original. En ce qui concerne la création d'un nouveau parc, je pense que les équipes de direction artistique de Disneyland Paris, dont je fais partie, ont designé le meilleur parc Disney. Quand le parc a ouvert, je pense que dès l'ouverture, le parc avait le plus grand nombre d'attractions de type étiquette, et c'était le plus fourni en son temps. Tony Baxter était le responsable du projet avec 5 directeurs artistiques. Eddie Soto, moi, Tom Morris, Jeff Burke et Chris Titz. Et on est tous, depuis longtemps, des fans Disney. Et on avait la volonté de faire le mieux pour l'ouverture du parc. Et je pense que c'est le cas. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour beaucoup de fans à travers le monde, le parc Disneyland de Disneyland Paris est considéré comme étant le pinacle de ce que peut faire Walt Disney Imagineering et incarne la période glorieuse des meilleurs parcs d'attractions. Mais maintenant, et on verra plus tard lorsque je vous poserai d'autres questions, la plupart des gens considèrent aujourd'hui que le meilleur parc Disney est le Tokyo DisneySea. Mais peut-être parce que nous avons des influences similaires au niveau des lands, des ports, et la direction artistique est similaire. Et je suis tout à fait d'accord avec vous quand on dit que Space Mountain, qui a ouvert en 1995, était l'achèvement de la vision originale pour le parc Disneyland de Disneyland Paris. Je suis tout à fait d'accord. Oui, et je peux même vous dire qu'avec mes 34 ans à Imagineering, j'ai travaillé sur tous les parcs Disney, à l'exception de Tokyo Disneyland et Tokyo DisneySea. Mais tous les 9 autres parcs, j'y ai contribué. Je ne suis pas vraiment familier avec ce resort, mais je peux dire que je suis un vrai fan de ce qu'ils font au Japon. Il n'y a pas photo concernant la qualité de Tokyo DisneySea, mais il est différent. C'est un autre type de parc, et les parcs avec les châteaux sont pour moi les parcs les plus importants. Alors, quand vous dites que Disneyland Paris est le deuxième et Tokyo DisneySea est le premier, ça voudrait dire qu'il faudrait choisir l'un ou l'autre, alors que je pense qu'il vaut mieux se baser sur son ressenti personnel plutôt que sur un design. Eh bien, Tim, merci d'avoir répondu à ma question. Maintenant, je vais laisser parler Valentin, qui est un autre membre de notre équipe à Puissance Park. Très bien, Tim. Bonjour. Je vais vous poser ma question que je préfère dans notre questionnaire d'introduction. Quelle est votre attraction plaisir coupable? Vous savez, on a tous une attraction qui peut être nulle ou considérée comme la pire des attractions, mais on ne peut pas être objectif et on l'adore. Et je voulais savoir laquelle était votre préférée dans cette situation. Oh mon Dieu, c'est une question difficile. C'est sûr, mais on en a forcément une. Je ne crois pas que ce soit une très bonne question, parce que vous savez, notre ressenti des attractions a tendance à changer avec le temps. Vous voyez, par exemple, je suis retourné récemment faire Alice à Disneyland, et c'est une attraction très simple, mais récemment elle a été améliorée avec des projections. Et ça a beau être un dark ride très simple, eh bien ça vous ramène à une époque où on pouvait simplement raconter une histoire prenante, et pour le peu que vous soyez familier avec cette histoire issue des studios d'animation, eh bien, vous pouviez constater comment ont commencé les premières attractions. C'est un pas dans le passé qu'on fait avec cette attraction, qui nous permet de nous rendre compte jusqu'où on est allé aujourd'hui et ce qu'on est capable de faire. On peut toujours comparer ce genre d'attraction avec les nouvelles d'aujourd'hui à plusieurs millions de dollars, mais je pense que peu importe l'attraction, et ici en particulier avec Alice à Disneyland, on peut vraiment retourner aux bases avec l'histoire et l'implication dans les personnages et avec qui vous partagez cette aventure. Les nouvelles technologies peuvent transformer ça comme un gros blockbuster moderne,
Mais si vous n'avez pas de personnage fort ou une histoire intéressante, rajouter je ne sais quel effet spéciaux ne servira finalement à rien. Au fond, j'aime les choses basiques et les attractions de nos jours sont de plus en plus sophistiquées. Je n'ai pas encore eu l'occasion de découvrir les nouvelles attractions sur Star Wars comme Rise of the Resistance ou les autres, mais j'apprécie les attractions simples comme Alice et je pense que c'est ce que Disney fait de mieux. Avez-vous un parc que vous n'aimez pas? Je doute que vous ayez assez de temps dans ce podcast pour en parler. Vous savez, je ne travaille plus pour Disney depuis une dizaine d'années. Et dès que je suis parti, j'ai eu des demandes de plein de personnes pour travailler pour eux, notamment pour quelques parcs en Asie qui ne sont, pas très bons. Oui, il n'y a pas vraiment de thème, ce sont juste des attractions à côté d'autres attractions, c'est pas terrible. Et dans quel pays, par exemple, le Japon, la Chine? Je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails et il n'y a pas de raison d'en parler davantage. Parlons juste de ce qui fait qu'un parc est bon. J'ai mon propre business et n'importe qui dans le monde souhaite que son activité procure des expériences aussi extraordinaires que dans un parc d'attractions. J'ai travaillé pour de grands stades, de grandes équipes de sport, des hôpitaux, des bibliothèques. Tout le monde veut délivrer des expériences, même pour faire du shopping, par exemple. J'avais des appels que pour ça. Il n'y a plus beaucoup de gens pour faire des parcs à thème de nos jours. Mais revenons-en à la question originale. Est-ce qu'il y a des parcs qui sont bons et d'autres mauvais? Je dirais que la plupart des parcs le sont. Ils n'ont pas développé de bonnes histoires, ni de bons personnages. Ils les mettent juste dans des attractions qu'ils remplissent et on perd vraiment la vraie force dont Disney est totalement le spécialiste. Disney, c'est du storytelling, du placemaking. Et la chose intéressante que les gens ne réalisent pas consciemment, c'est que même si Disney est connu pour raconter des histoires, eh bien, dans un parc Disney, on raconte les histoires sans qu'elles soient vraiment écrites avec des mots. Ce sont les visuels qui doivent tout raconter. Vous êtes en train de marcher dans un espace et vous comprenez l'histoire qu'on vous raconte ou non. Et ce n'est pas seulement grâce à l'architecture ou aux détails, mais de la manière dont tous ces espaces sont conçus. Et c'est une vraie science que les gens ne comprennent pas du tout, mais acceptent malgré tout. On est tous allés dans des endroits où on s'est dit « Tiens, je m'y sens bien » ou alors « Tiens, je m'y sens pas vraiment à l'aise » sans comprendre vraiment pourquoi. Parce qu'on est tous affectés émotionnellement par les espaces qui nous entourent. Trop grands, trop petits, ou tout simplement pas assez adaptés à leurs fonctions. C'est un peu une science obscure qu'on ne ressent pas de façon consciente, mais avec nos émotions. Quand on dit par exemple « cet endroit me donne une bonne impression », mais que soudainement quelque chose change avec l'ambiance ou l'éclairage. Et trouver ce genre de lieu, c'est bien, mais de là les concevoir, c'est encore plus passionnant. Et c'est pourquoi il y a autant d'activités en termes de développement à Imagineering, pour créer ces endroits, ces thèmes, les histoires. C'est pourquoi on fabrique autant de maquettes, de dessins, de concepts, pour que vous puissiez avoir cette expérience de marcher dans un lieu qui a cette aura Disney. Et pas mal de destinations ne comprennent tout simplement pas cette science. Maintenant, on aimerait parler de votre carrière. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous a amené à faire du design? Avez-vous fait une école pour ça? Et surtout, comment êtes-vous arrivé chez Walt Disney Imagineering? Bien. Laissez-moi juste vous dire qu'en faisant une rétrospective sur ma vie, je réalise que j'ai en quelque sorte commencé ma carrière quand j'avais 6 ans. C'est très important de comprendre quelles sont les choses qui vous intéressent quand vous êtes vraiment jeune. Et quand je regardais le show télévisé sur Disneyland et que Walt arrivait, pour une raison complètement inexplicable, j'étais complètement captivé par les histoires sur Tomorrowland. Les épisodes commençaient toujours par la liste des lands, avec des aventures à Frontierland, Fantasyland, Tomorrowland. Et à chaque fois qu'il y avait quelque chose sur Tomorrowland, j'étais systématiquement sur le bord de mon siège.
Et donc, Walt avait produit avec Ward Kimball les programmes Man in Space, Man in the Moon, Mars and Beyond. Et le premier épisode de Man in Space, Ward Kimball, qui était le responsable de cette émission, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler quelques années plus tard, il présentait ce programme de façon très structurée et de façon très scientifique. Ainsi, Walt et Ward ont mis sur les feux de la rampe des grands scientifiques comme Wernher von Braun, comme Willy Ley, des grands scientifiques, et ils racontaient les différents aspects des voyages dans l'espace. Et justement, Ward, qui était un animateur rempli d'humour, réalisait des petits passages en animation d'environ 15 minutes avec des extraterrestres dans l'espace, des décollages de fusées. C'était des séquences talentueusement animées dans le style déco-rétro des comics Superman des années 40. Et c'était vraiment bien fait, c'était vraiment très beau. Et j'accrochais complètement à ces séquences en me disant « mais c'est vraiment génial !» Et ce qui m'a le plus captivé du haut de mes 6 ans résidait dans le fait qu'on me montrait des choses et des visuels jamais réalisés auparavant. Quelqu'un nous présentait une idée ou une vision et on se disait « waouh, ça va finir par se réaliser un jour !» Donc il y a tout un historique à propos de cette période. Walt avait produit ces 3 séries, Man in Space, Man of the Moon et Mars and Beyond. Et ils étaient assez populaires en fait. Mais la chose la plus incroyable à l'époque, c'est que le président Eisenhower avait appelé Walt en personne pour lui dire « Nous avons des scientifiques qui ont pour projet d'envoyer des hommes dans l'espace, et j'ai vu votre série, alors pouvez-vous m'envoyer les épisodes que je leur montre ?» Réfléchissez au pouvoir d'une telle chose. C'est comme si on traçait une sorte d'itinéraire avec une vision et qu'à partir de cette vision, que les gens peuvent donc voir, les mène à la possibilité de la concrétiser. Donc imaginez le président appeler Walt pour lui demander d'envoyer ses bobines pour que les meilleurs scientifiques les regardent. J'ai appris cette anecdote des années plus tard. Et j'étais toujours fasciné à l'idée que quelqu'un pouvait créer une vision. Et c'est ce que nous pouvons faire. Et c'est pourquoi j'allais y dédier ma vie. Juste une petite question, Tim. Je voulais savoir votre date de naissance, puisque vous nous racontez le fait que vous regardiez le show sur Disneyland et que vous aviez 6 ans. Et c'était diffusé en 1954, quelque chose comme ça, non ? Je suis né en 1948. J'ai donc 71 ans aujourd'hui. Ah oui, quand même. Donc finalement, vous avez vu l'expansion de l'industrie des parcs d'attractions depuis le tout premier, c'est-à-dire Disneyland. En fait, vous saviez depuis tout petit que vous vouliez faire ce métier? Oui, tout à fait, c'est tout à fait ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, pour différentes raisons, j'étais habitué à juste dessiner tout le temps, tout seul. Mais je ne suis pas vraiment allé à l'école pour ça, jusqu'à ce que j'arrive à l'université. Et puis, je voulais vraiment essayer de toucher à tout ce qui était en rapport avec l'art. Donc j'ai fini par aller à l'école de San Francisco. Et après quelques années, un de mes profs m'a dit que je devrais essayer d'aller à l'Université des Arts du Design, qui se trouve à Los Angeles. Et c'est vraiment une école dédiée à ça. Je veux dire que tu te tues au boulot là-bas, tu travailles tout le temps. Et moi, j'étais dans le programme de design industriel. Et donc, je faisais beaucoup de rendus, de dessins, de peintures et ce genre de choses. J'adorais chaque seconde de ça. Je dessinais et je créais des trucs chaque jour de ma vie. Ce qui s'est passé, c'est que je suis sorti de l'école. J'ai bossé pour quelques entreprises dans le design et après 3 ans, d'ailleurs c'est encore pour moi un mystère, un de mes profs m'a recontacté 3 ans après être sorti de l'école. Et c'est encore vraiment un mystère pour moi aujourd'hui parce que j'étais pas spécialement proche de ce prof en particulier, mais il était en charge d'un des cours de rendu et d'illustration que j'avais eu. Et il m'a appelé pour me demander si j'étais disponible et intéressé pour être embauché chez WED Entreprises. Et je ne savais même pas ce que c'était que WED Entreprises à l'époque. C'est génial d'avoir des coups de main comme ça au final. Donc, j'étais employé dans une autre boîte à l'époque, et j'ai plus ou moins décliné leur offre, parce que je ne savais pas ce que c'était que WED Enterprise. Et puis 6 mois plus tard, c'est moi qui voulais y retourner, et eux maintenant, non. Et encore 6 mois plus tard, on a fini par se retrouver et se mettre d'accord. Et c'était vraiment super. Cet homme en particulier, qui était donc mon prof, dirigeait le service graphique de WED.
Walter Elias Disney Enterprise. Donc j'ai appris très rapidement que c'était l'entreprise qui était en charge de la création personnelle des projets de Walt Disney et qui travaillait spécifiquement pour les parcs à thème. Et Walt avait créé WED Enterprises parce qu'il avait des soucis avec des personnes qui étaient dans le studio d'animation, avec les syndicats. Il voulait en fait avoir sa propre entité, sa propre entreprise de design où il serait complètement à l'abri des syndicats. Et l'avantage de tout ça, c'est qu'on pouvait faire n'importe quoi à Imagineering. Alors qu'à l'inverse, dans un studio de cinéma, il y avait un gars qui faisait que l'éclairage. Et il faisait que ça. Si tu étais un artiste, tu fabriquais des décors et tu faisais que ça. Tu finissais forcément à faire ta spécialité. Alors que chez Imagineering, tu pouvais faire ce que tu voulais. Donc au final, je pouvais choisir et faire ce que je voulais. J'ai fait la plupart des visuels quand il devait y avoir une entreprise à sponsoriser, comme par exemple Sunkist, qui voulait sponsoriser une boutique sur Main Street. Ou alors, si par exemple Space Mountain devait être sponsorisé. Je faisais tout le boulot d'identification à l'entreprise. Et les illustrations qui montraient, par exemple, Space Mountain présenté par X entreprise, à ce moment-là, c'était RCA ou quoi que ce soit. C'était le type de boulot que je faisais. Donc, le résultat final, c'est qu'une fois que j'étais entré à Wade Enterprises, j'étais là au bon moment. J'ai commencé en 1976. J'étais là quand la plupart des anciens Imagineers étaient encore là. Mark Bryman, Mark Davis. Il y avait tous les anciens illustrateurs, tous les anciens designers. John Hench était là, Marty était là. Vous savez, toutes ces personnes comme Mark Davis, c'est comme si l'ancienne garde était encore là. Et j'étais un de ces jeunes. Tony Baxter était là à cette époque. Et je faisais partie d'un groupe de personnes qui venaient tout juste d'arriver. Et je passais chaque minute de ma disponibilité, quand je bossais pas, au bureau ou même pendant la pause déjeuner, je passais absolument tout mon temps à passer de bureau en bureau, à me présenter et à rencontrer quelques-uns des artistes expérimentés. Je suis devenu ami avec Herb Ryman, vous savez, celui qui avait designé le croquis original du premier Disneyland. Et j'ai appris à connaître ces gens. Il y avait Francis, Walt Peregoy, toutes ces personnes qui étaient là quand Walt était encore là. Donc j'ai vraiment appris avec ces gens. L'autre chose que j'ai faite, c'est... J'ai réalisé que, alors que j'étais au service graphique à faire des illustrations pour eux, ils commençaient à travailler sur un projet nommé Epcot. Et le chantier venait juste de commencer. Et je voulais vraiment travailler dessus. J'adorais les projets futuristes, les projets contemporains autour de l'espace. J'adorais faire ça. Pour la première année où j'étais Imagineering, ou WED, en fait le nom Imagineering est arrivé bien après. Ce que j'avais fait, c'est que chaque soir, quand je rentrais à la maison, je travaillais sur mon portfolio et j'ai passé une année entière à travailler à fond dessus, en designant des bâtiments futuristes et contemporains. Et après une année, j'ai dit à mon patron que je pensais pouvoir faire un peu plus pour Imagineering. Et je lui ai demandé si je pouvais lui montrer mon portfolio, notamment mon management comme John Hench ou Marty Sklar. Vous avez organisé la petite réunion avec Marty Sklar et d'autres personnes pour montrer un peu ce que vous saviez faire et arriver à les convaincre que vous étiez l'homme de la situation pour des plus gros projets, c'est ça ? Oui, c'est exactement ce que je voulais faire. En fait, comme je le disais, j'allais dans des conférences avec John et Marty qui me disaient « Attends, tu travailles pas déjà avec nous, toi ?» Et je leur répondais « Oui, mais en fait, je veux faire plus. » Et donc, alors il y a quelques étapes que je vais laisser de côté pour l'instant. Mais en fait, j'ai fini par grimper les échelons. D'ailleurs, mon bureau était à côté de celui de Herb Ryman, et pendant 5 ou 6 années, je sais pas, enfin quasi immédiatement, je travaillais sur des concepts pour Epcot et je dessinais 10 heures de concept art par jour. Quand quelqu'un avait besoin d'un dessin qui représentait par exemple un point de vue différent ou... J'avais, j'ai toujours d'ailleurs cette compétence particulière de dessiner instantanément des vues en perspective. Et si vous regardez sur mon premier site web, vous verrez que sur les dessins que j'ai faits pour notamment Disney, vous allez voir tous les designs que j'ai fini de manager en tant que projet. J'ai designé et produit toutes les attractions où j'ai travaillé.
J'avais bien évidemment des équipes pour travailler avec moi, mais je faisais le design. On travaille toujours en équipe sur un projet. On ne peut rien faire sans une équipe. Mais je les supervisais en leur disant ça peut ressembler à ça, par exemple. Et je pouvais dessiner des dessins très complexes et très détaillés. Essentiellement, pendant mes heures de travail, je supervisais les équipes, j'allais dans les meetings, et tard le soir, je faisais les dessins. Donc, si vous regardez sur mon site, je l'ai organisé de telle façon où je montre la différence entre mes dessins et le produit fini. C'est vraiment mon domaine de prédilection. J'ai fait des milliers de dessins pour Epcot, des points de vue différents, des paysages, et c'est comme ça que j'ai commencé, en faisant ça. Et j'ai évolué, j'ai eu plus de responsabilités, je construisais des projets, et j'étais très chanceux d'être au bon endroit, avec la bonne équipe autour de moi et avec le bon management. Et du coup, c'était quoi votre premier projet pour Epcot? Est-ce que c'était de Living Seas? Non, le pavillon Living Seas a ouvert 3 ans après l'ouverture du parc Epcot. J'ai fait les concepts pour Communicore ou Spaceship Earth. J'ai toujours pensé qu'il fallait qu'on puisse marcher sous Spaceship Earth. Et tout le monde me disait non, on doit le contourner. Et j'ai fait des dessins et au final, on a fini par marcher sous l'attraction. Vous avez vraiment utilisé vos capacités justement graphiques pour arriver à utiliser ça comme étant un prototype ou en tout cas un prétotype, c'est-à-dire un outil qui va vous permettre en fait d'illustrer, de mieux convaincre les gens à partir de ces illustrations au lieu d'avoir un PowerPoint. Et vu qu'un dessin est beaucoup plus versatile et plein de monde parle des langages différents, mais en réalité tout le monde peut comprendre des images et arrive à comprendre une illustration. Oui, et ça donne de l'inspiration pour autre chose, quelque chose de différent à partir d'un visuel initial qui n'est pas le même. Oui, donc du coup vous utilisiez ça à peu près à chaque fois pour arriver à montrer votre point de vue, le faire vivre. Donc je pense que vous n'êtes pas tout à fait le genre de personne qui a bien aimé PowerPoint avec tous les bullet points, etc. Eh bien, figurez-vous que j'aime bien les PowerPoint, car je pouvais les rendre intéressants. Si on revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, lorsque je disais que Walt avait créé son programme télévisé Man in Space, une fois que tu montres à quelqu'un quelque chose, eh bien, il finit par le faire. Nous sommes, pour des raisons inexpliquées, des êtres visuels. C'est comme ça que nous sommes élevés depuis l'âge de pierre. On apprend toujours à travers le visuel. On doit toujours trouver quelque chose à manger pour se protéger ou quelque chose te mangera toi. On a toujours un apprentissage visuel de comment fonctionnent ou ne fonctionnent pas les choses. Une fois que tu dessines quelque chose, les gens le comprennent. Et je peux dire fièrement et officiellement que j'ai toujours réussi sur ce point. Alors laissez-moi être plus clair. Le business, c'est quoi? C'est de pouvoir créer des idées et de les vendre à des gens, que ce soit le management supérieur ou autre. Ce que je veux dire, c'est que j'ai réussi à me mettre dans une position où je veux et j'aurai des réactions des gens qui sont en face de moi. Je peux faire un superbe dessin, le montrer au management de la Walt Disney Company, leur raconter une histoire, leur dire où ça sera, ou leur dire quel sera le thème, et par exemple pour Paris, leur expliquer pourquoi dédier un univers sur les grands visionnaires européens en racontant leur histoire, et je peux leur montrer comment, grâce au dessin, leur dire « voilà, ça va ressembler à ça ». Donc des fois ils disent « ah, c'est super, on va le construire », et des fois ils disent « non, on ne sait pas ce qu'on veut faire ». Ça arrive des fois. Mais ce que tu as vraiment fait, c'est que tu t'es mis dans une position où tu as donné l'opportunité à des personnes de prendre des décisions pour que le projet puisse avancer. Et ça, c'est un vrai talent. Et il y a encore plus de façons aujourd'hui pour créer un visuel. Mais le visuel, c'est ça, la combinaison entre raconter une histoire et pourquoi est-ce qu'on va le faire. Et c'est le dessin qui raconte cette histoire. Et comme je l'ai dit plus tôt, la chose la plus importante, c'est que nous sommes des conteurs d'histoire, des storytellers. Mais on ne peut pas utiliser les mots. C'est pour ça qu'on fait des dessins pour dire « ça va ressembler à ça ». Et lorsqu'il y avait une personne convaincue par le visuel, il y avait de l'autre côté 400 personnes qui, eux, critiquaient le travail. Et ça, il faut que ça vous passe au-dessus. Donc, tu dois te concentrer sur ta responsabilité
Créer des choses qui te paraissent justes et les rendre compréhensibles par tous. La meilleure chose que tu peux faire, c'est de mettre toutes ces personnes dans une salle de réunion et leur faire comprendre pourquoi tu veux faire ça. Et je vous assure que quand je leur ai présenté Discoveryland, ils m'ont dit « C'est quoi ce truc ?» Et je pouvais leur montrer en disant « Regardez, ça ressemble à ça. » J'ai vraiment eu une révélation sur cette façon de faire. Quand on te dit « Ok, c'est quoi ce truc ?» Ça va ressembler à quoi C'est tellement difficile de leur expliquer. Mais avec Discoveryland, on a eu de la chance, ils ont aimé. Et pour moi, c'est très important de vous poser cette question parce que vous êtes entré à l'époque où ça s'appelait encore WED et plus tard Walt Disney Imagineering. Et il y a eu un changement majeur en 1984 quand Michael Eisner et Frank Wells ont pris la tête de la Walt Disney Company. Et donc, ils ont commencé à créer de nouveaux projets, de nouveaux parcs, de nouveaux investissements. Comment vous avez senti lorsque tout a commencé à changer à cette période? Est-ce que c'était pour vous une bonne période ou une période dangereuse? Et parce que vous ne saviez pas quel serait à ce moment-là le futur de la Walt Disney Company. C'était le plus beau jour de ma vie. C'est génial d'apprendre des trucs comme ça. Ok, je vais vous dire pourquoi. Retournons en arrière quelques années avant ça. Epcot Center a ouvert en 1982 et c'était vraiment un gros projet. Quand je pense aux risques qui ont été pris, il fallait inventer des nouveaux types d'attractions. L'entreprise était encore relativement petite à cette période et je pense que c'était une de ces situations où avec Epcot, nous n'avions aucune idée de ce qu'on faisait. On savait juste qu'il fallait le faire. Tout le travail d'Imagineering, c'est en fait du prototypage. Lorsque vous construisez une technologie ou une attraction, vous ne construisez pas 500 systèmes, mais juste un. Donc créer quelque chose de nouveau, ça revient très cher. Epcot Center a fini par dépasser le budget de 50%. Le projet devait faire 800 millions de dollars et a fini par en faire 1,2 milliard. En 1982, ça faisait vraiment beaucoup d'argent. Effectivement, ça fait un gros trou dans le compte bancaire. Aujourd'hui, c'est le budget qu'on met dans un simple parc d'attractions. La compagnie était menacée. Il y avait des risques que quelqu'un pouvait racheter l'entreprise et qu'on soit obligé de vendre Disney, Disney World, tout ça. Le grand sauveur qui est arrivé à ce moment-là, c'était Roy Disney Jr. et Stanley Gold. Ils venaient dans l'entreprise Shamrock. Ils avaient un intérêt dans l'entreprise. Ils ont amené toute une nouvelle équipe avec Eisner, Wells et Katzenberg. Quand ils sont arrivés à l'été 1984, j'étais à 6 mois de finir de travailler sur le pavillon Living Seas, qui allait ouvrir en janvier 1985. Donc, quand ces personnes sont arrivées, j'avais la future grosse attraction en projet. Donc, j'étais tout le temps en réunion avec eux. Frank Wells avec Michael. D'ailleurs, Frank Wells est un aventurier. Il faisait de la plongée sous-marine. C'était un génie. On était tout simplement en train de boucler le projet. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que pendant ces 6 mois, ils essayaient de prendre leur place, de faire partie de l'équipe. Et ils prenaient aussi la température de l'entreprise. Pour tous les jeunes designers, on se disait que ça allait être super, qu'ils allaient enfin voir la valeur de notre travail, qu'ils allaient voir la valeur même de Disney World, du catalogue de dessins animés. Et ils l'ont fait, et grâce à eux, la compagnie a explosé. Parce que lorsque vous travaillez avec des gars comme eux, comme notamment Ron Miller, qui était le président de l'entreprise à ce moment précis, et Ron c'était vraiment un gars super, eh bien ces gars-là, Frank Wells, Michael Eisner, ce sont des professionnels reconnus internationalement du monde du loisir, et ils savaient ce qu'ils faisaient. Donc je faisais tout avec eux, des appels, des réunions. Je devais souvent faire des réunions avec eux pour leur dire sur quoi on travaillait. Je me souviens d'une fois où le fils de Michael Eisner devait faire un exposé sur les océans. J'ai dû aider à la présentation et Michael devait vraiment pousser pour que son fils s'intéresse un peu à la Walt Disney Company.
Dites-vous bien que quand je disais que je travaillais à Wed Entreprise, les gens autour de moi disaient « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Je leur disais que c'était un département de design de Disney pour les parcs d'attractions. Et là, les gens disaient « Ah oui, d'accord, Disney, oui, c'est la petite entreprise qui fait des dessins animés, là, des films d'animation. » Quand tu compares avec les gros piliers comme Paramount, MGM, Warner Bros., Universal, Columbia, Disney n'était même pas dans le top 6 en fait, on était en bas de l'échelle. Ces gars-là ont complètement inversé la tendance. On a bien connaissance de ce que la Walt Disney Company est aujourd'hui, c'est un monstre. Ça a commencé avec Walt, mais ça a surtout continué avec ces gars-là. Donc quand on a ouvert le pavillon Living Seas en janvier 1985, c'était le grand moment pour le nouveau management de la Walt Disney Company. Michael Eisner, Frank Wells et moi, on faisait toutes les matinales à la télé. On a fait toutes les émissions spéciales. C'était tellement excitant. Je ne peux pas vous dire à quel point c'était impressionnant de voir ce que ces gars pouvaient faire pour rajeunir la Walt Disney Company. Tous les atouts étaient là. La bibliothèque de films était incroyable. Et ils ont aussi misé sur les nouvelles technologies, parce que c'est le moment où on vivait l'essor des VHS. Et eux, ils ont profité de ce moment-là pour mettre tout le catalogue de films Disney sur ce format. Et ça leur a rapporté des milliards. Ensuite, Michael Eisner, lui, était très intéressé par l'architecture. Il voulait créer de nouveaux hôtels de partout. Quand j'ai travaillé sur le pavillon Living Seas, on commençait à 7 h du matin et on faisait jusqu'à peu près 10-11 h le soir. Il n'y avait pas d'endroit pour manger ou dormir, alors ils ont décidé de créer 30 000 chambres d'hôtel. Ils ont fait grandir l'entreprise comme ils devaient le faire. Je vais vous dire pour moi la chose la plus extraordinaire dans cette compagnie en étant le plus honnête possible. L'une des raisons principales pour laquelle je suis pro-Disney, c'est parce que l'entreprise, depuis ses débuts, a grandi à travers la créativité et a fait des choses de la bonne manière. Ils n'auraient jamais, par exemple, vendu les terrains de Walt Disney World pour des raisons immobilières. Ils ont été chanceux avec Michael Eisner, avec Frank Wells, avec Bob Iger, et c'est vraiment la raison pour laquelle la compagnie est si populaire et si forte aujourd'hui. C'est parce qu'ils font les choses bien, ils font ce qu'ils doivent faire. Ça leur coûte de l'argent, mais au final, le retour est là. Et c'est pour ça que les gens croient aujourd'hui en cette entreprise. Et voilà les amis, c'est la fin de ce premier épisode qui parlait des débuts de Team de l'année et son arrivée à Walt Disney Imagineering, qui se résume par tiens, mon prof m'a fait venir et voilà, je suis arrivé comme ça. Donc on se donne rendez-vous dans le prochain épisode où cette fois-ci il va nous raconter comment est-ce qu'il est arrivé sur le projet Discoveryland de Disneyland Paris et notamment il va nous parler de la création du Visionarium. Alors abonnez-vous, suivez-nous sur tous nos réseaux et retrouvez-nous sur puissancepark.fr.